Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle entrevue de Nancy Simard, Expert Confiance. Aujourd'hui, j'ai vraiment une collègue qui va venir vous présenter quelque chose de très intéressant. Habituellement, on aborde beaucoup le côté développement personnel, mais il ne faut pas oublier qu'on parle français. Donc, c'est très important. Cette langue-là, ici au Québec, c'est une langue importante et à d'autres endroits du monde aussi. On sait que le français est quelque chose qu'on doit maîtriser et c'est une langue extrêmement difficile pour certains. Mais j'ai vraiment la personne pour vous aider aujourd'hui. Je vous présente Nelly Rousseau. Bonjour, bonjour Nancy, merci beaucoup de m'avoir proposé ce petit moment. Je suis ravie de vous présenter mon métier. Ça va nous faire plaisir, Nelly. Je suis certaine que certaines personnes se disent «Oh, merci!» parce que le français, c'est difficile à maîtriser, autant à l'oral qu'à l'écrit. Hein? Alors, je ne sais pas s'ils disent merci, parce qu'en général, quand je dis voilà, que je travaille dans l'orthographe, ils ont vite peur. Donc, je vais vite rassurer tout le monde, je ne suis pas méchante. Voilà. En général, l'orthographe est un mot qui fait peur. Bon. Oui, effectivement, ça donne des frissons. Effectivement, alors on va démystifier tout ça. Ouais, on va oublier les petites souffrances de son enfance, on va oublier la maîtresse d'école qui venait taper avec sa règle. Ce Exact. n'est pas moi. Alors, on est vraiment rassurés avec toi. Puis, d'entrée de jeu, Nelly, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es en tant que personne? Oui. Alors déjà, je suis française, donc ça doit peut-être s'entendre. Donc peut-être que je vais utiliser du vocabulaire très particulier pour les Français. Voilà, j'habite en Haute-Savoie. C'est une région qui est située vraiment très proche de la Suisse. Donc en fait, je travaille vraiment beaucoup avec Genève et la Suisse, en Haute-Savoie, dans les montagnes. Et puis surtout, je suis maman de 3 enfants. Voilà, j'ai la chance d'avoir 3 princesses qui ont 10 ans, 8 ans et 5 ans. Et ça me ravit tous les jours. Alors, tu as une vie quand même bien occupée à ce que je vois. Deux beaux chapeaux. Mais c'est bien, ça permet de varier. Et puis, bah, ça me permet surtout voilà, de travailler à la maison, comme je l'entends. C'est parfait. Moi, j'adore. Vraiment, je m'éclate dans mon travail. Je te sens très heureuse dans ce que tu fais et c'est surtout ça qui est vraiment sécurisant pour les personnes qui nous entendent, mais autant pour nous-mêmes aussi. C'est important de faire ce qu'on aime. Alors, ça n'a pas toujours été le cas pour moi, hein. Donc, donc, je savoure d'autant plus à l'heure actuelle voilà, les conditions de vie que j'ai et la possibilité d'allier les deux, même si ça a des agréments, bien entendu. La charge de travail est quand même importante. Totalement. Mais tu nous dis que ça n'a pas toujours été justement comme ça. Alors, peux-tu nous expliquer un peu ton parcours et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu nous présentes justement ces services-là? Voilà. Alors, en fait, quand j'étais enfant, je n'ai jamais été vraiment très passionnée par le français. Je lisais un petit peu, mais je suis d'une famille qui ne lisait pas beaucoup, donc je lisais les livres qui m'étaient imposés à l'école et je faisais un petit peu le strict minimum. Cependant, je n'ai jamais eu de difficulté avec les écrits. Il n'y a jamais eu bien de souci. Et puis eh ben, je me suis rendu compte que pour certaines personnes, c'était vraiment, vraiment une souffrance. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose, parce qu'en fait, la personne qui m'a montré ça, qui m'a fait cette prise de conscience, c'est une personne très proche, c'est ma petite sœur. Donc nous, en fait, je suis une famille de 3 filles, je suis au milieu. Donc les 2 grandes, on n'a jamais eu de soucis. Et puis, ben, ma petite sœur, tout de suite, eh ben, il y a eu des soucis à l'école. Donc les enseignants ont signalé à mes parents. Et mes parents ont fait tout le nécessaire, du suivi, de la thérapie. Enfin, voilà. Ma mère courait un petit peu à gauche et à droite pour emmener ma sœur faire toute la rééducation qu'il fallait. Et puis, ben, moi, j'ai 10 ans d'écart avec elle. Donc, quand les soucis ont été détectés, elle avait 6-7 ans, donc moi, j'avais 16-17 ans. Donc, j'avoue que même si j'ai une relation très, très proche avec ma petite sœur, je ne me suis jamais sentie bien concernée. Et j'ai jamais fait trop attention à son problème d'orthographe. Quand elle a grandi, je lui corrigeais beaucoup ses textes. Et en fait, je pensais l'aider quand je lui corrigeais ses textes. Et elle a fait un parcours scolaire accompagné, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup d'aménagements scolaires, mais un parcours scolaire brillant. Vraiment, elle a su mettre en place des stratégies pour travailler. Puis c'est une bosseuse, et puis elle est hyper intelligente. Donc elle a vraiment réussi un parcours scolaire brillant. Et puis elle est arrivée dans le milieu du travail.
Et là, bouche froide, elle a trouvé un emploi, sauf que son employeur a dit non, mais c'est pas possible. Il faut savoir écrire. Les mails étaient bourrés de fautes. Et elle a dû elle-même trouver une solution pour s'en sortir. Et elle a découvert des méthodes un petit peu alternatives. Et elle s'en est sortie. Et puis moi, un jour, je lui dis, mais c'est super, tes écrits sont vraiment en net progrès, donc explique-moi un petit peu ce que tu as mis en place. Et pour la première fois, vraiment, on en a parlé. Et là, ça a été très dur pour moi parce qu'en fait, moi, je pensais qu'elle allait me parler de progression en français et elle m'a parlé souffrance. Voilà. Et j'ai réalisé à quel point, quand on ne maîtrise pas sa langue maternelle, alors à l'oral, les gens maîtrisent, mais à l'écrit, ça peut être une souffrance. Et voilà, ça a été dur pour moi parce que, en fait, je pensais l'accompagner, je pensais la soutenir, je pensais n'avoir jamais eu de mots méchants envers elle. Et en fait, elle m'a montré complètement le contraire. J'ai eu des mots très, très durs envers elle. Moi, je ne m'en souviens pas, mais elle s'en souvient très bien. Et puis, quand je la corrigeais, je croyais vraiment faire ça pour son bien. Et elle m'a montré le contraire. Que c'était plutôt la priver de ses libertés de savoir écrire et que les méthodes m'ont vraiment redonné cette liberté. Et là, je me suis dit, Nelly, c'est ce qu'il faut faire, prouver aux gens qu'en fait, c'est possible d'être libre de ses écrits et vraiment utiliser ça. Donc, en 2 mois, après cette conversation, j'ai posé ma démission dans mon job de salarié avec des horaires qui me plaisaient bien, qui m'arrangeaient bien dans ma vie de famille et tout ça. Et puis, j'ai décidé de faire du coaching orthographique. Donc voilà. Maintenant, je suis coach en orthographe et j'accompagne les personnes qui veulent être libres dans leurs écrits. Alors, c'est tout un changement de carrière que tu as fait là, dans le fond, de décider que tu laissais un emploi sécurisant avec tout ce qu'il y avait de bâti autour pour partir vers quelque chose qui t'appelait encore plus finalement. Alors, avant, j'étais ergonome. En fait, donc, je travaillais dans une médecine du travail et j'allais voir les gens sur leur poste de travail pour réfléchir avec eux sur l'organisation du poste. Et j'avais déjà ce contact humain qui était très important. J'avais déjà cette relation de prendre en compte ce que la personne disait et puis de faire émerger par la personne la solution. Donc, moi, je vois vraiment un lien entre mes 2 métiers. Donc, pour moi, il n'y a pas autant de différence. C'est rester, mais c'est quitter une institution qui est la médecine du travail pour quelque chose avec ses avantages et ses inconvénients, mais le fil conducteur, pour moi, est toujours là. D'accord, donc ça n'a pas été vraiment d'abandonner quelque chose, ça a été plutôt de le modifier de ce que j'entends. Oui, et puis, pour être honnête, j'ai quitté une situation de travail qui me pesait. Ah, donc c'était pas qui te plaisait, mais qui te pesait un peu plus. Il y avait des deux. Il y avait des deux. Et maintenant, dans le coaching orthographique, j'ai vraiment réussi à allier le plaisir du métier plus l'organisation qui me plaît aussi. D'accord. Donc, le fait que le français soit si important pour toi, c'est le fait justement d'avoir eu une sœur qui a eu autant de souffrance? Ben, en fait, vu que moi, je n'ai jamais eu de souffrance avec le français. J'étais pas une grande passionnée, je n'ai pas lu la grande littérature française, mais je n'ai jamais été en souffrance avec le français. Je ne m'étais vraiment pas rendu compte à quel point ça pouvait être difficile pour les personnes, d'autant plus les personnes dont c'est la langue maternelle. Alors, il me semble qu'au Québec, c'est moins important, mais en France, on est extrêmement jugé sur ses écrits. Et vraiment, le contenu d'un texte peut être très fort et très puissant, mais s'il y a des fautes d'orthographe, on est vraiment décrédibilisé. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. Je ne m'étais même pas rendu compte que moi-même, j'avais un regard très critique envers les personnes qui font des fautes. Et pourtant, je pensais être assez libérée de ça. Et en fait, non, c'est pas vrai. Et même à l'heure actuelle, même en côtoyant des gens que je trouve mais sincèrement formidables, j'ai toujours cette partie en moi qui est dérangée quand il y a des fautes d'orthographe dans un texte. Ça m'embête beaucoup, mais c'est la réalité. Et en France, vraiment, c'est difficile. Et en Suisse, donc, qui est le pays vraiment voisin, ça ne pardonne pas dans le milieu du travail. C'est-à-dire qu'il y a des dictées aux entretiens d'embauche, c'est vraiment très strict. Et je rencontre des gens qui ne peuvent pas évoluer professionnellement, qui se sentent vraiment dévalorisés quand ils doivent faire une présentation devant des collègues, qui sont terrorisés à l'idée de laisser un petit mot dans le cahier de la maîtresse. Et moi, je me dis non, c'est dommage. C'est dommage parce que je sais, et ma sœur me l'a prouvé, que des solutions existent.
Oui, je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que le français ne pardonne pas à l'écrit quand une personne le maîtrise moins bien. Et au Québec, c'est la même chose aussi. Ah, Ouais, dommage. dans un sens, oui et non, parce que le français au Québec, on le protège énormément. Il y a beaucoup de lois autour de ça, il y a beaucoup de, euh, de débats autour de ça parce que c'est une langue qu'on protège depuis qu'on a traversé l'océan finalement. Et le parler, ça va somme toute assez bien. On peut avoir un langage familier ou un langage correct standard, on peut l'avoir plus haut perché aussi, mais en majorité, les gens le parlent bien. Quand il s'agit de l'écrire, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs et c'est quasiment une phobie pour les gens d'écrire, ça leur fait peur. S'ils peuvent s'en sauver, ils vont le faire le plus tôt possible. Puis, dans le fond, c'est une erreur qu'ils vont faire parce que quand on arrive sur le marché du travail, c'est important. Souvent, ça va être écrit français correct, français maîtrisé, français impeccable. Alors, on a la même lunette d'approche quand on arrive au travail. Puis pourtant, ça pèse tellement que les gens essaient de contourner, mais à un moment donné, ils rentrent direct dans un mur. Hein. Fait que c'est quelque chose que nous aussi, on vit ici au Québec. En fait, quand on écrit, on laisse sa trace. Voilà, c'est une trace visible de qui on est. Et c'est dommage parce que parfois, ça peut ne pas refléter qui on est et la trace qu'on laisse de nous, elle n'est pas fidèle. Mm-hmm. Ça bloque et moi, je rencontre des gens qui sont bloqués dans leurs écrits, mais complètement bloqués dans leurs écrits et qui ont des difficultés sur des petites choses du quotidien dont avant, je n'avais pas conscience, qui n'osent pas écrire une carte postale. Euh, Moi, une anecdote qui m'a touchée, j'ai rencontré quelqu'un qui n'osait pas laisser un petit mot dans un livre d'or quand il allait à des mariages. Et du coup, je me dis, mais zut, c'est vraiment dommage. Moi, je trouve dommage et non seulement j'ai envie de prouver aux gens que c'est possible, mais surtout, j'ai envie de leur prouver que c'est possible d'être autonome dans ses écrits. Parce que il m'arrive de corriger des textes, je fais de plus en plus de corrections, on me sollicite, ok, mais c'est pas ce qui m'anime. Moi, ce que je veux, c'est rendre les gens autonomes. Alors, ma sœur, maintenant, écrit très bien quand elle se concentre, quand elle fait attention, et voilà, quand elle est fatiguée, quand elle va vite, elle fait encore plus de fautes que la moyenne des gens. Et moi, mon but, c'est pas de rendre les gens hyper performants à des dictées. Non. C'est de dire, vous êtes en difficulté là-dessus, je peux vous apprendre comment savoir écrire. Si, quand vous êtes fatigué, vous continuez à faire des fautes, c'est pas grave. Faire une faute d'orthographe, c'est pas grave. Mais il y a des moments stratégiques où c'est bien quand même si on peut ne pas en faire. Oui, totalement. Et j'entends vraiment ce que tu me disais tantôt, que écrire, c'est une trace qu'on laisse de soi-même. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment une hantise d'écrire justement parce qu'ils se disent zut, ça montre peut-être que je suis pas une bonne personne, que c'est pas vraiment comme ça que je suis dans la vie, c'est pas la vision que je veux qu'on ait de moi. Alors souvent les personnes vont être atteintes dans leur être finalement et c'est vrai qu'ils vont s'empêcher d'écrire. Alors, j'ai envie de dire, d'un côté, au moins ils en ont conscience et c'est bien parce que c'est le premier pas vers l'évolution. Alors on a déjà une première étape. Voilà, donc moi quand je vois des gens qui me disent ça, je me dis, bon, bah au moins ils en ont conscience, c'est bien. Il y en a qui ont enfoui ça très, très loin et qui disent, non, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, mais du coup, ils fuient quand même. Exactement. À pas voir le problème, à un moment donné, on peut rentrer trop durement dans le mur, certainement. Voilà, c'est ça. Alors, oui, vas-y. Après, moi, il y a plein de sujets sur lesquels je dois moi-même travailler et à un instant T, je ne suis pas capable. Donc moi, je rencontre des gens qui me disent aussi, je sais, mais à l'heure actuelle, je ne suis pas capable. Et moi, je dis, mais bien entendu, bien entendu. Chacun va à son rythme, mais ce n'est pas obligatoire de savoir écrire correctement à l'instant T. Excellent. Mais à partir du moment où les gens disent, d'accord, je reconnais d'avoir ce manque en moi, comment je peux faire pour avancer? Alors, comment tu peux les aider? Alors, moi, je travaille très souvent en individuel. C'est-à-dire qu'ils viennent me voir et on travaille vraiment ensemble et c'est à moi de m'adapter à leur façon de mémoriser, de m'adapter à leur niveau, de m'adapter à leurs faiblesses. Mais les faiblesses, ils les connaissent bien. Mais à m'adapter à leurs points forts. Et là, les points forts, en général, eux, ils n'en ont pas conscience.
Donc, les faiblesses, je les découvre très vite et puis eux, ils me les disent vite. Mais leur point fort, c'est à moi d'aller les chercher et leur dire, mais regardez, appuyez-vous là-dessus. Votre façon de mémoriser, elle est comme ci, si elle est comme ça, enfin voilà. Et ils découvrent qu'ils ont des points forts même dans leurs écrits. Et là, c'est vraiment, c'est souvent une révélation. Ils disent, mais en fait, je ne suis pas si nulle que ça. Donc, on s'appuie sur ces points forts. Et puis après, moi, je déroule des méthodes. Enfin, voilà. Il y a des outils qui existent vraiment et qui fonctionnent très bien. Et parfois, j'interviens aussi en groupe. Là, c'est quand j'interviens en entreprise. Donc là, c'est un petit peu plus délicat. Mais j'interviens sous forme de stage en 2 jours. Et pendant 2 jours, on parle orthographe, 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 orthographe. Ça rentre. Et puis, vu qu'on a travaillé en groupe dans l'entreprise, après, il y a le travail du groupe qui se forme. Puis, entre collègues, ils peuvent échanger. Et là, c'est plus la synergie de groupe. C'est très intéressant. Est-ce que tu as pensé peut-être faire une forme de coaching de groupe, mais pas en entreprise, pour des gens un peu comme toi et moi qui pourraient former un petit groupe? Alors, en fait, l'idéal, c'est quand même de travailler en individuel en remédiation. Mais une remédiation, c'est très rapide. C'est entre 10 et 14 heures, grand maximum. Et c'est-à-dire que pendant 12 ou 14 heures, je transmets les outils, je transmets les méthodes. Mais ça ne veut pas dire qu'avec ma baguette magique, je vais tout régler. Après, derrière, il y a la mise en pratique. Et puis, accepter de se tromper. Oui. Et puis, d'être face à l'échec, d'être face à l'erreur et tout ça. Et pour ça, en fait, j'ai créé un groupe Facebook privé où les gens échangent entre eux. Donc, moi, je suis là, j'anime. Donc, je peux apporter des apports théoriques, mais il y a aussi la force du groupe. Et du coup, il y a un petit peu des deux. Mais pour être dans ce groupe Facebook privé, il faut avoir fait la remédiation, en fait. Il faut avoir les outils. Parce que je démystifie totalement la langue française et le vocabulaire de la langue française. C'est-à-dire que je n'utilise pas les mots tels que verbe, tels que adjectif, tels que épithète. Enfin, voilà. Moi, je raconte une histoire où les mots deviennent des personnages. Et étant donné que ce sont des personnages, ils ont une fonction bien définie et on comprend le rôle, en fait, des mots. Et si on comprend le rôle, on comprend pourquoi est-ce qu'on l'accorde ou pas. Enfin, voilà, je raconte une histoire. Donc, c'est très concret, mais après, j'ai envie de dire, il n'y a que le stagiaire et moi qui arrivent à comprendre le vocabulaire parce que c'est vraiment, voilà. Je vais leur dire, mais où est ton prince, où est ton roi? Je ne vais pas dire où est ton père. Je trouve ça très intéressant et ça m'amène à penser que dans les écoles, vu que je suis enseignante au primaire, donc avec les jeunes enfants situés entre 6 et 12 ans, souvent quand on commence à parler français dans des cours qu'on a réservés aux Français, les enfants nous regardent au début en voulant dire « Oui, je parle français ». On dirait qu'ils n'arrivent comme pas à trop saisir pourquoi on leur enseigne ça. Et là, on arrive avec des grands concepts, le nom, le français, le groupe du nom, mettez-les tous. Et là, les enfants font comme « Wow, je parle plus français ». Donc, probablement, raconter une histoire comme tu le fais serait beaucoup plus facilitant pour les jeunes enfants. Moi, je n'ai rien contre les cours de français. Je trouve que ça va beaucoup... Enfin, c'est 2 métiers complètement différents. Oui. Moi, j'aide les personnes qui n'ont pas compris avec les méthodes classiques, mais j'explique pas vraiment les raisons et c'est un peu dommage de s'en priver. Donc, l'idéal, c'est d'avoir les deux, en fait. Parce que après, les personnes, une fois qu'elles ont compris, elles font les liens. Et elles font très, très bien les liens avec ce qu'elles ont appris à l'école. Et ce qu'elles connaissent par cœur, même en général, mais qu'elles n'arrivent pas à appliquer. Elles se disent « Ah, mais c'est ça ». Et après, hop, tout se connecte. En fait, peu importe l'âge, hein, que j'ai des enfants ou des adultes, les règles, elles sont sues. Elles sont juste pas mises en application. Exact. Et une fois qu'on a fait ce lien-là, tout prend forme. Et n'avoir qu'une remédiation, ok, on sait écrire, mais c'est dommage de ne pas comprendre le pourquoi quand même. Voilà. Donc, moi, je trouve bien d'avoir les deux. Je trouve que cette précision-là est vraiment très essentielle à comprendre. Donc, c'est pas d'avoir juste un ou juste l'autre, c'est juste de rassembler pour que ce soit beaucoup plus fluide. C'est ça, exactement. Et en général, les cours de français, on les a eus à l'école. Enfin, oui, il m'arrive de travailler exceptionnellement avec des personnes qui ne sont pas d'origine française, donc qui ne sont pas allées à l'école. Donc là, c'est un petit peu particulier. Mais les gens, ils ont eu. Et le problème, c'est que je rencontre aussi des adultes qui me disent « Mais moi, je suis nulle en français parce que j'ai repris des cours avec des profs de français et ça ne marche toujours pas, même à l'âge adulte. » Je dis « Mais oui, mais si la méthode n'a pas marché avant, certes, on grandit, on comprend plus de choses,
Mhm. Il faut changer. Vous y retournerez après. Donc, venez faire une remédiation et après, vous rendez des cours de français. Ouais. Alors, depuis quelques minutes, on entend beaucoup le mot méthode. Quelle est la méthode ou quelles sont les méthodes que toi, tu privilégies quand tu es en action avec quelqu'un? Alors, tout dépend de l'âge de la personne qui vient me voir, en fait. Oh, Je suis formée à différentes méthodes et suivant les besoins, j'utilise différentes méthodes. Maintenant, la méthode phare que j'utilise vraiment, et parce qu'elle marche à tous les coups avec, j'ai envie de dire, tous les grands, c'est-à-dire à partir de 12 ans, et adultes, c'est une méthode qui s'appelle la méthode Défi 9. Donc, j'en ai un petit peu parlé. C'est donc la méthode où on raconte les règles de grammaire et de conjugaison, mais surtout les règles de grammaire avec une histoire. hmm. Voilà. Et c'est vraiment axé grammaire. Accord du participe passé, notamment avec avoir, est-ce qu'on met le S, est-ce qu'on met pas le S. Donc on se base sur la grammaire. Ainsi, les personnes mettent enfin du sens dans la phrase. Parce que quand en début de remédiation, une personne me met un S, un verbe à la troisième personne, et au lieu d'un ENT, je me dis, le sens n'est pas compris là. Donc on commence d'abord par la grammaire à donner du sens. Donc on donne vraiment le corps du texte. Et après, viennent se greffer avec beaucoup plus de facilité l'orthographe lexicale, des choses comme ça. Et Défi 9, c'est vraiment une méthode avec les adultes qui marche super bien et qui donne que des bons résultats. J'avais justement vu la méthode Défi 9 sur ton site web et ça m'a tout de suite intriguée. Je me suis demandé, waouh, qu'est-ce que c'est? J'ai vu il y avait de l'enfant sur ton site web à plusieurs endroits qui parlaient du Défi 9. Alors en fait, Défi 9, c'est juste le nom de la méthode parce qu'on a 9 chapitres, 9 étapes et on va progressivement. Et tant qu'une étape n'est pas bien ancrée, enfin bien comprise, bien intégrée, on ne passe pas à l'étape du dessus. Et certaines personnes restent très longtemps sur les premières étapes et après ont tendance à dire mais mince, je ne vais pas réussir à tenir le timing parce qu'en général c'est 12 heures. Et puis hop, ça se débloque, ça va vite. Certaines personnes vont très vite au début, puis après bloquent plus sur les étapes d'après, mais voilà, c'est juste les 9 étapes à régler. Ça s'appelle Hugo et les rois pour la version enfant. C'est la même méthode, mais il y a la version adulte, et puis pour les ados, puis la version enfant. D'accord. Et ça, cette méthode-là, est-ce qu'elle est payante? Comment ça fonctionne pour quelqu'un qui voudrait y avoir accès à cette méthode-là? Et alors, deux solutions. Soit il existe des livres. Donc, soit les personnes vont acheter le livre et arrivent à s'en sortir toutes seules. C'est peut-être possible, mais ça demande d'avoir suffisamment... Enfin, ça demande d'aller tout seul face à une situation difficile. Mm-hmm. Donc, c'est possible, le livre existe. Après, je recommande, c'est d'avoir des formateurs. Après, voilà, donc je vais un petit peu vous parler de moi, mais du coup, la créatrice de cette méthode a mis des formateurs sur toute la France. Et on travaille aussi beaucoup online, enfin, voilà, avec Skype ou autre. Et du coup, il y a on est à peu près à l'heure actuelle une quarantaine de formateurs répartis sur toute la France. Et puis, on travaille aussi partout dans les pays francophones avec la nouvelle technologie. Et je parle par intérêt personnel, mais vouloir être formateur de cette méthode-là, est-ce que c'est une méthode qui pourrait être amenée outre-mer? Et c'est une méthode qui pourrait Être amenée de l'autre côté de l'Atlantique. Mais non, restez ici. Non, mais il n'y a pas de souci. En fait, c'est une méthode vraiment bien particulière où il faut aller chez la formatrice. En fait, on va chez la formatrice et puis on se forme directement avec elle parce que c'est une qui a elle-même souffert énormément de dysorthographie et qui a créé sa méthode et c'est son bébé et je pense qu'il faut avoir rencontré cette personne pour vraiment bien comprendre la souffrance des personnes et puis surtout l'énergie qui peut en ressortir une fois qu'on a fait la remédiation. Donc, il faut bien entendu un bon niveau de français, c'est-à-dire que notre orthographe est vérifiée d'abord
Et puis après, il faut aller chez la personne. Après, on doit faire des remédiations tests. Et puis, c'est vraiment la créatrice de la méthode, donc Anne-Marie Guignard, qui valide si on est prêt ou pas pour être formateur partout. D'accord. Ça sortait peu de ma question, mais j'étais intriguée. Alors maintenant, j'aimerais savoir, sur ton site web, tu parles aussi on peut aller chercher des techniques de mémorisation. Est-ce que tu Voilà. peux nous en parler un peu? En fait, les outils qu'on apporte avec la méthode des FI9 ou autres, ce sont juste des outils. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut que la personne apprenne à se connaître. Et pourquoi est-ce qu'elle mémorise mieux d'une façon ou d'une autre? Donc la première étape, c'est vraiment de se dire, ben, moi, pour mémoriser, qu'est-ce qui marche pour moi? Et donc, j'ai un module spécial, donc on ne rentre pas dans les règles de grammaire, mais c'est plutôt apprends à te connaître, comment fonctionne ton cerveau, pourquoi est-ce que tu mémorises mieux, qu'est-ce que tu peux faire pour bien mémoriser. Alors, bien entendu, on parle des différents profils de mémorisation, c'est-à-dire tout ce qui est visuel, auditif et kinesthésique. Mais kinesthésique, c'est la mémoire du mouvement, mais on va surtout apprendre à la personne, voilà, dans telle matière, par exemple, pour réviser une poésie, qu'est-ce qui est le plus stratégique? Toi, tu es très auditif. OK. Mais ça ne veut rien dire parce que un très auditif, pour une poésie ou pour une leçon de grammaire, il doit quand même mettre en place des techniques différentes. Donc, c'est montrer un petit peu tout ce qui est possible, puis te dire apprends à te connaître et sois créatif. Donc, en gros, c'est qui a dit que pour réviser, il fallait être assis derrière un bureau? Donc déjà, tu peux te lever, tu peux bouger. Parler de la mémoire du moment, c'est en général quelque chose que les gens, surtout les adultes, ne connaissent pas. Et puis, si toi, ça te parle comme ça, si toi, ça... C'est juste voilà, c'est apprendre aux gens à se connaître et à être créatifs après avec leur mémoire. Superbe. Alors vraiment, c'est là-dessus qu'on va commencer par tabler, de se connaître, d'être conscient de comment on est, de comment on agit pour être capable d'avancer ensuite dans le français. Tout à fait. Excellent. Alors Nelly, quelqu'un qui se dit « Wow, moi, ça répond vraiment à mes questions, j'aurais besoin d'aller plus loin. » Comment on peut te retrouver? Alors moi, j'ai créé la structure qui s'appelle Défi orthographique. Défi justement parce que c'est un défi à relever, mais qu'on va relever ensemble. Et donc, on peut trouver un site internet, www.graphique.com, une page Facebook et une chaîne YouTube. Voilà. Donc, normalement, si on tape défi orthographique, on doit me trouver. Superbe. Est-ce que tu m'as envoyé le lien de ta chaîne YouTube? Est-ce qu'on avait partagé ça ensemble? J'ai pas mémoire. Non, mais je vais vite remédier à tout ceci. Oui, je vais les mettre justement en dessous de notre vidéo. Alors, les gens vont tout de suite pouvoir aller cliquer. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Excellent. Alors, Nelly, je te laisserai le mot de la fin. Pour moi, ça a fait le tour. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire comme mot final à quelqu'un qui nous écoute? Eh bien, je ne sais pas, mais quand on veut se présenter face à un groupe, quand on veut se présenter devant une personne qu'on aime bien, en général, on fait attention à la façon dont on s'habille. Et puis, si on n'est pas très doué, comme moi, par exemple, j'ai eu recours à un coach en image parce que ce n'était pas vraiment une capacité innée chez moi. Et donc, je suis allée voir une personne qui m'a expliqué telle morphologie, telle couleur, telle chose. Enfin, voilà. Et bien, en fait, je dirais, mais pourquoi ne pas faire la même chose avec vos mots? Donc, voilà, si vous voulez que les mots soient mis dans leurs plus beaux habits, n'hésitez pas à vous faire accompagner si besoin. Je trouve cette fin magnifique. Alors là-dessus, Nelly, un énorme merci d'avoir pris le temps de nous montrer qu'il y a de l'espoir. C'est pas juste parce que les mots sont difficiles qu'on peut pas y arriver. Tout à fait. On y arrive. On y arrive. Alors là-dessus... Toujours. Totalement. Alors, là-dessus, je te remercie énormément. Et si les gens ont trouvé vraiment de l'intérêt et qu'ils se disent, il faut qu'un tel connaisse cette méthode-là ou entendre telle façon de penser par rapport au français, partagez. Partagez cette vidéo parce qu'elle a énormément de richesse à l'intérieur. Et Nelly a encore plus à vous partager si vous la contactez vraiment personnellement. Là-dessus,
ne vous gênez pas d'aller sur son site Internet, sur sa chaîne YouTube et de passer sur mon site Internet www.expertconfiance.com. Là-dessus, on se rejoint pour une prochaine entrevue et contactez Nelly si vous voulez avoir plus d'aide en français. Merci beaucoup, c'est parfait. À tout bientôt. Un grand merci Nelly. Au revoir. Passe une très belle fin de soirée. Merci. Bye bye.